Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Root et on va parler de la mise en place de Root et notamment de l'extension Maraude qui vient de sortir puisqu'on va prendre une des deux factions qui arrive avec cette extension comme exemple de mise en place. Cette vidéo de mise en place va nous servir aussi pour les prochaines parties pour lesquelles je ne filmerai pas la mise en place et ça sert à rien en fait, il suffit de la voir une fois pour comprendre après et il suffira juste de détailler pour chaque faction et ça nous évite ça nous permet en fait de gagner un peu de temps sur les vidéos car les parties sont longues et les vidéos sont longues et voilà c'est assez compliqué parfois. Donc la mise en place de Root avec l'extension, alors Root c'est un jeu qui a une mise en place rapide, on va pas se mentir, pour le niveau de richesse et de complexité du jeu, la mise en place est vraiment très fluide, très simple, très rapide. Donc ça c'est cool, mais on va quand même voir ça quand même ensemble et on va détailler un petit peu. Comme d'habitude, première partie, je fais la mise en place pour une partie multi, là on va partir sur 3 joueurs par exemple. Ensuite, je ferai une section spécifiquement pour le solo. Et je voudrais quand même rajouter que cette extension apporte une nouvelle mise en place avancée, qu'on ne va pas inclure dans cette vidéo. Je ferai une vidéo séparée pour la mise en place avancée, voilà, pour pas embrouiller en fait. Voilà, j'expliquerai pourquoi il y a une mise en place avancée, à quoi elle sert, et est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ou utile à utiliser, est-ce qu'elle apporte des choses intéressantes ou pas. Mais là on va rester sur la mise en place standard qui fonctionne très bien, sauf, parce que ça il faut le préciser, puisque en fait le plateau de jeu comporte 4 coins, évidemment, c'est un carré, voilà si je vous y emmène. Donc le plateau de jeu comporte 4 coins, et dans Root, alors si vous ne connaissez pas, le plateau ressemble à ça. Donc là j'ai pris le plateau standard de la forêt, on a 4 plateaux différents, il faut le rappeler aussi. Le plateau standard de la forêt avec, donc, on voit pas très bien, ça brille un peu, je suis désolé, avec des clairières qui sont reliées par des chemins et entre lesquels on retrouve des bois, des forêts en fait, et parfois il y a une rivière, voilà. Donc ça c'est le plateau standard de Root, donc il a 4 coins, donc forcément il a 4 clairières de coins, voilà. Et juste pour finir sur les plateaux, on a de l'autre côté un plateau de forêt mais enneigé. La particularité c'est que déjà il n'est pas disposé de la même façon. Et puis les clairières ne sont pas marquées comme là. Vous voyez là c'est une clairière rouge où vivent les renards. Là on a une clairière par exemple, on va dire plutôt orangée, rosé orangé où vivent les souris. Et on a une troisième couleur qui est et le jaune pour les clairières où vivent les lapins. Et donc on a 4 clairières de chaque couleur. Donc avec ce plateau-là, elles sont toujours au même endroit. Voilà, puisque elles ont une couleur, donc les arbres correspondent aussi à la couleur, vous voyez, pour qu'on repère bien. Même si parfois c'est un peu, voilà, surtout quand ça brille, c'est un peu compliqué, mais on le voit. Alors que sur le plateau enneigé, tout est blanc, et donc on définit aléatoirement les différentes clairières. On met des petits jetons, vous voyez ces petits marqueurs là, en fait ils n'y sont pas sur le côté enneigé, et c'est nous qui les plaçons, donc on peut avoir des plateaux complètement différents, et par exemple on pourrait avoir 3 clairières renards complètement dans un coin, à côté, adjacentes, voilà, donc ça modifie complètement les parties, et attention du coup ça augmente la difficulté, ou alors ça peut rendre une partie beaucoup plus simple si on a un joueur qui est dans un coin avec des clairières de la même couleur, il pourrait viser une victoire par domination assez rapidement, alors que sur le plateau normal, la victoire par domination, elle est moins simple. La victoire par domination, c'est de contrôler des clairières de la même couleur. Voilà. Donc forcément, quand elles sont dispatchées, c'est plus compliqué. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que la mise en place avancée va être obligatoire si on joue avec plus de 4 factions qui commencent leur partie dans un coin. Voilà, donc forcément, s'il y a 5 factions qui commencent leur partie dans un coin, ben là on ne pourra pas, il y aura une collision,
et donc on sera obligé de passer sur la mise en place avancée. Donc voilà pourquoi ils ont fait ça, parce qu'effectivement à la base, c'était pas prévu qu'il y ait autant de factions, et donc ils ont vu que il y avait des problèmes, et donc ils ont rajouté cette mise en place avancée qui est intéressante, et du coup on n'est plus limité à ce point de départ qui sera du coup pas toujours le même. Voilà, mais aujourd'hui on va pas s'en occuper. Alors si on parle de la mise en place de routes, c'est extrêmement simple comme je vous le disais et relativement rapide. La première étape, c'est chaque joueur choisit une faction. Donc là, pour cet exemple, on va partir sur la fameuse marquise de chat, hein, parce que les pions sont très jolis, la couleur aussi, et puis c'est quand même une faction qui est fortement recommandée, parce que voilà, son but à elle, c'est de s'étendre sur le territoire, et elle commence la partie en étant sur quasiment tout le plateau, et donc elle est souvent là. Et tout à l'heure, on va regarder d'ailleurs le listing avec les valeurs de chaque faction. Ensuite, on a le culte des lézards. Lui, son rôle est plutôt... Ils sont plus religieux, donc son rôle est plutôt de convertir les autres factions à sa religion, en fait. Et puis, on va prendre un plateau qui arrive de l'extension, la dernière, les gardiens de fer, qui sont des chevaliers qui vont essayer de récupérer des reliques qu'on trouve dans les bois. Et donc, la particularité de Root, en fait, il est connu et réputé pour ça, c'est que aujourd'hui, on arrive à 10 factions, je crois, avec les différentes extensions. On en avait 4 dans le jeu de base, plus les 2 qui sont rajoutés dans la réédition, donc ça faisait 6. Plus les 2 qui sont arrivés avec le monde souterrain, ça fait 8, et les 2 qui sont là maintenant, ça fait 10. Donc avec 10 factions, ce qui a fait la réputation de ce jeu, c'est qu'elles sont asymétriques, mais c'est une vraie asymétrie. Voilà, c'est pas comme on voit souvent dans les jeux, une asymétrie de départ où on n'a pas les mêmes ressources, où on n'a pas, où chacun a une capacité spéciale, mais tout le monde joue de la même façon en fait. Là, c'est pas du tout le cas, c'est une vraie asymétrie. La façon de marquer des points est toujours à peu près la même. Pas toujours, mais toujours à peu près la même. C'est en construisant des bâtiments souvent qu'on va placer, et plus on en construit, plus on marque de points. C'est souvent comme ça qu'on marque des points. Plus en fabriquant des objets, plus en détruisant des pièces, enfin des bâtiments adverses. Ça, c'est assez récurrent pour toutes les factions, mais par contre, après, on a une vraie asymétrie dans le sens qu'on va vraiment pas jouer de la même façon. La marquise, elle va essayer de s'étendre, et donc elle va avoir besoin d'avoir des pièces qui sont toujours adjacentes les unes aux autres pour rapatrier le bois qu'elle va couper en forêt pour construire ses bâtiments. Les lézards, pas du tout. Les lézards, ils se foutent complètement de l'adjacence. Lui, il va même pouvoir construire des bâtiments dans des endroits où il n'a aucune pièce, où il ne domine pas. Voilà, donc, et le gardien de fer, vous allez voir que c'est très particulier, puisque lui, il va jouer avec les bois. Quasiment personne joue avec les bois. D'habitude, les autres se déplacent de clairière en clairière en suivant les chemins. Il y a une faction qui utilise les bois, c'est le vagabond, il peut carrément s'y déplacer. Il y a une faction, c'est la compagnie de la rivière, qui elle peut utiliser la rivière. Et sinon, les autres, ils utilisent juste les chemins et les clairières. Les gardiens de fer, eux, ils interagissent avec les bois, même s'ils ne s'y déplacent pas, mais ils vont récupérer leurs reliques qui sont dans les bois. Et donc, leur gameplay, ça va être de sécuriser tout le périmètre d'un bois pour assurer l'extraction de leurs reliques. Donc vous voyez qu'on va vraiment jouer de façon différente, et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, la première étape, c'est donc, on choisit une faction. Donc là, dans la mise en place standard, chaque joueur peut choisir sa faction, ou on peut les déterminer aléatoirement. Il y a quand même une condition à respecter, une petite condition à respecter pour maintenir un équilibre dans le jeu, c'est que chaque faction a une valeur. Alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez par exemple, la marquise de chat, elle a une valeur de 10.
le seigneur des sangs, une valeur de 9, les gardiens de fer, une valeur de 8, le duché souterrain de 8 aussi, etc., jusqu'au culte des lézards qui est de valeur de 2. Alors cette valeur, ça ne correspond pas à leur force ou à leur puissance. C'est pas du tout le cas. Ça correspond à... Ça permet de maintenir un équilibre par rapport au nombre de joueurs. Par exemple, si on joue, vous avez là un tableau avec les nombres de joueurs, si on joue par exemple à 2 joueurs, il faudra absolument que les 2 factions utilisées, leur somme des valeurs soit supérieure ou égale à 17. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, on ne va pas jouer les lézards et les corvidés. Voilà. Parce qu'il n'aurait aucun intérêt, en fait. On va jouer la marquise et le seigneur des sangs, ou la marquise et les gardiens de fer, ou la marquise et le duché souterrain, ou la marquise et la dynastie de la canopée, ou alors le seigneur des sangs et les gardiens de fer, ou le seigneur des sangs et le duché souterrain. Ou alors on peut tenter, on n'arrive pas à 17 mais on arrive à 16, le seigneur des sangs et la dynastie de la canopée, pourquoi pas. Mais il faut essayer de s'approcher au mieux du 17, voire le dépasser. Alors, forcément, ça limite, quand on joue à 2 joueurs, ça limite le choix des factions. Si on joue exclusivement à 2 joueurs, il y a beaucoup de factions qu'on ne pourra jamais utiliser. C'est pour ça qu'ils ont créé des automas pour pouvoir les rajouter aux parties. Donc on en avait 4 jusqu'à présent. Cette nouvelle extension Maraude en rajoute 4. On a maintenant, on avait la marquise, la canopée, le vagabond et l'alliance de la forêt. On rajoute maintenant le culte des lézards, les corvidés, la compagnie de la rivière et le duché souterrain en automa. Les 2 nouvelles factions qui arrivent aujourd'hui ne sont pas encore en automa, mais peut-être qu'un jour ça viendra, on verra. En tout cas, voilà, c'est très important de prendre ça en considération. Et je disais que ça ne reflète pas du tout leur valeur en termes de puissance, tout simplement parce que le culte des lézards est une faction qui est très puissante, mais elle sera puissante plus il y a de joueurs en fait. C'est pour ça qu'elle a une petite valeur. À 2 joueurs, on ne peut pas la jouer, ça n'aurait aucun sens. À 3, on peut la jouer, mais il faut avoir 2 autres factions qui aient une grosse valeur. Par exemple, un 10, un 8, 18, on atteint bien le 18, là on peut jouer les lézards, qui vont vraiment venir mettre un peu le boxon dans la partie. Et plus il y a de joueurs, et plus on va amener des petites valeurs forcément. Et donc, par exemple, l'Alliance de la Forêt, elle est intéressante aussi parce qu'elle va jouer avec toutes les autres factions. Le Vagabond, c'est la même chose. Le Vagabond, lui, il est un peu neutre et il va interagir avec toutes les factions. Il va s'allier avec elles. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? La Compagnie de la Rivière, eux, ils mettent en place du commerce. Donc évidemment, plus il y a de joueurs, plus ça va être intéressant pour eux. Évidemment, plus leur faction va être intéressante. Donc voilà l'idée en fait. Donc c'est pour ça, pour cette mise en place à 3 joueurs, j'ai choisi la marquise de chat qui vaut 10, les gardiens de fer 8, 18, et puis le culte des lézards. On arrive à 20, on est bon, on est au-dessus de 18. Et puis j'ai aussi choisi cela parce que la marquise elle est facile à gérer. Le culte des lézards c'est un des nouveaux automas qui arrivent. Et puis les gardiens de fer, c'est une des nouvelles factions, donc ça permet de montrer des nouveautés. Donc voilà pour la petite condition au niveau du choix des factions. Avec les factions arrive tout un tas de pièces de différentes couleurs. On a comme pièces les guerriers, donc là ce sont des chats. Le culte des lézards, bien sûr, ils ont des petits lézards. Et en ce qui concerne la nouvelle faction, les gardiens de fer, des petits... alors, je veux bien qu'on me dise que ce soit des ratons laveurs ou quoi, moi ça me fait quand même penser à des putois. Je suis désolé, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, les factions ont des bâtiments, ce sont des jetons carrés, voilà, qui sont évidemment différents à chaque fois.
Parfois, ils ont des jetons. Là, ce sont cette fois des jetons ronds. Donc tout le monde n'en a pas. Hein. Là, par exemple, il n'y a que la marquise qui en a. Non, les gardiens, ils en ont aussi. Mais les lézards, ils n'en ont pas, par exemple. Et puis, un marqueur de score. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer toutes ces pièces, son plateau, et de placer les marqueurs de score sur la case 0. Alors, je vais essayer de trouver les autres. Voilà. Alors, à noter que avec cette extension, ils ont refait les petits jetons de marqueurs de score. Alors, bon, c'était pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que maintenant, il commence à y avoir beaucoup de factions, donc beaucoup de couleurs, et donc ça peut aider peut-être les daltoniens, même si les couleurs sont très vives et très tranchées, mais il doit sûrement y avoir des formes de daltonisme qui pouvaient poser problème. Donc c'est pour ça que, en fait, avant, on avait juste la couleur, les lauriers, et puis marqué PV au centre. Là, maintenant, ils ont fait des jetons avec l'icône de chaque faction. Donc si ça peut aider les daltoniens, tant mieux, c'est une bonne initiative. Voilà, je tenais à le souligner. Donc on met tous les marqueurs sur le 0. Ensuite, on distribue les cartes. Donc on commence, avant même la mise en place, par piocher notre main de cartes. Alors pour ça, on a le choix entre 2 paquets de cartes. Est-ce que les deux étaient... Alors non, il y en a un qui était dans la boîte de base et un qui devait arriver avec peut-être la boîte monde souterrain. Oui, je crois. Alors ce sont juste des cartes, deux paquets qui sont un peu différents. On peut prendre l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose au final. Donc là, je vais jouer avec le paquet du jeu de base, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours joué avec le deuxième. Donc ça me permet de jouer un petit peu avec le premier. Je le mélange, mais au préalable, on retire toutes les cartes de domination. Alors les cartes domination, c'est quoi? Les cartes domination, c'est des cartes qui permettent de changer les conditions de victoire du jeu. Dans le jeu, pour gagner la partie, un joueur doit atteindre 30 points de victoire. Voilà. Dès qu'un joueur atteint 30 points de victoire, hop, c'est fini, on arrête, il a gagné. Du coup, j'ai l'impression que le premier joueur est quand même un peu avantagé, puisqu'il va jouer avant les autres, donc potentiellement il peut avoir un tour de jeu avant les autres, et atteindre les 30 points, et les autres ne peuvent pas réagir, c'est fini. Donc ça, j'ai bien revérifié, et c'est bien marqué immédiatement, ça met fin à la partie, hein, donc on finit pas de tour, on finit pas la manche, donc on n'aura pas le même nombre de tours. Mais voilà, je sais, et c'est pas compensé puisque le tour de jeu se tire au hasard. Donc c'est pas compensé par certaines factions. On pourrait dire, bon ben il y a telle faction, celui qui a telle faction il joue en premier. Non, c'est au hasard en fait. Il n'y a que la mise en place qui se fait pas dans le même ordre. Alors, les cartes domination, elles permettent de modifier la condition de fin de partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la partie, si on pioche ces cartes, si on a une carte domination en main, et qu'on a au moins déjà 10 points de victoire ou plus, on peut changer notre condition de fin de partie. C'est-à-dire qu'on peut supprimer notre petit jeton de marqueur de points, et donc on ne marquera plus jamais de points de victoire dans la partie. Notre objectif, ça va être désormais de contrôler des clairières de même couleur. Par exemple, si je joue la carte domination des lapins, eh ben je gagnerai la partie au moment où, au début de mon tour, si je contrôle 3 clairières lapins, c'est-à-dire que si j'ai un nombre de pièces supérieur strictement aux autres joueurs dans 3 clairières lapins, je gagne la partie domination des lapins. Voilà. Par contre, une fois qu'on a choisi ça, on ne peut plus changer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper, parce que en général, on va se garder ça, on va la sortir de notre manche, de notre botte, quasiment le tour avant. Voilà. Si on voit qu'on a ça en main, on va essayer subtilement, discrètement d'aller contrôler des lapins. Et si on arrive à le faire, bim, on sort notre carte. Et le tour d'après, les autres joueurs auront juste peut-être un tour
ils auront oui un tour pour nous reprendre ces clairières parce que sinon ils perdent. Voilà, donc en général c'est comme ça qu'on joue. Parce qu'une fois qu'on a joué ça, on ne peut plus la supprimer, on ne peut plus la modifier, on ne peut plus la changer, donc ce sera notre unique façon de gagner. Et pendant ce temps, les autres, eux, ils vont continuer à marquer des points de victoire, et donc voilà. Et donc il y a les 3 couleurs pour les 3 clairières, et puis il y a la 4e couleur qui ne correspond pas à des clairières, mais du coup on gagne si on a si on contrôle 2 clairières qui sont dans les coins et qui sont diagonalement opposées. C'est difficile à faire, hein. C'est vraiment difficile à faire. Voilà. Du coup, ça, en fait, on les enlève quand on joue à 2. Voilà. Forcément, quand on joue à 2, ça va être plus facile, puisqu'on va se partager le plateau. Donc ça va être plus facile d'obtenir ça. Et quand on joue en solo aussi, c'est-à-dire quand on joue seul avec des automas, on les enlève aussi. Voilà. Donc il faut qu'il y ait plus de 2 joueurs humains pour garder les dominations. Donc ça, on les met de côté pour cet exemple-là. Puisque là, moi, je joue seul avec techniquement avec 2 automas, en fait. Là, je fais la mise en place, c'est vrai que là, je fais la mise en place multi, on devrait les garder, mais j'anticipe un peu pour après la mise en place standard. Oui, j'ai bien fait de préciser. Là, pour la mise en place avec 3 joueurs, normalement, on les garde, hein, bien sûr. Mais moi, je les enlève tout de suite, comme ça, c'est fait. Je vais vous embrouiller, en fait, mais bon, c'est pas très grave. Donc, à 1 ou 2 joueurs humains, on retire les cartes domination. À plus de 2 joueurs humains, on les garde et elles sont mélangées dans le paquet. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on tire nos 3 cartes, notre main de départ. Voilà. Donc là par exemple on a une carte, je ne détaillerai pas les cartes là dans la mise en place, hein, c'est pas le but, là c'est vraiment faire la mise en place. Donc on tire notre main. Voilà. Et donc on connaît notre main de départ avant la mise en place. Et ça peut avoir son importance. Une fois qu'on a fait ça, on place tout simplement les ruines sur le plateau. Donc les ruines, c'est des bâtiments spéciaux, il y en a 4, qui vont se placer et qui vont bloquer des emplacements. Donc il y a certains endroits sur le plateau où il y a... Alors là vous voyez, dans les clairières, vous avez des emplacements, des carrés, où on va pouvoir construire des bâtiments. Et certains, ils sont marqués d'un R, c'est là où on va mettre des ruines. Et il y a une petite illustration qui est sympa, où on met les ruines. Donc voilà, il y en a une ici, une ici. Donc sur ce plateau, forcément, on l'a joué beaucoup, on les connaît par cœur, on sait où elles sont. Voilà, donc c'est pour bloquer un emplacement. Tout simplement, il y a des endroits où il y a un emplacement, des endroits où il y en a 2, des endroits où il y en a 3. Et donc là, ça bloque. Mais on est dans route, ça veut aussi dire que les ruines vont servir aussi pour certaines factions. Voilà. Notamment le vagabond, quand il n'est pas là, eh ben, ça bloque. Ensuite, on va créer la réserve d'objets. La réserve d'objets, c'est juste placer les objets sur leurs emplacements ici, sur le plateau. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc il y en a 2 qui représentent une bourse. Il y en a 2 qui représentent une botte. Il y en a un qui représente une arbalète, un qui représente un marteau. Il y en a 2 qui représentent une épée. Il y en a 2 qui représentent une cafetière. Il y en a 2 qui représentent une pile de pièces d'or. Ça, ce sont les objets qu'on va pouvoir construire durant la partie, qui vont nous rapporter 1, 2 ou 3 points de victoire. Voilà. Si, par exemple, le vagabond fait partie du jeu, bah lui, par contre, il aura une autre utilisation de ces objets. Il va pouvoir les utiliser pour faire ses actions, mais il va pouvoir aussi les acheter aux autres joueurs. Alors que les autres joueurs, eux, ils les construisent uniquement pour les points de victoire et ils les gardent sur leur plateau. S'il n'y a pas de vagabond, bah, ils ne servent plus à rien. S'il y a un vagabond, bah, ils pourront
lui échanger les objets contre des cartes. Donc vous voyez, hein, les asymétries, elles sont vraiment sympas, et là on parle que des factions de base, hein. Le vagabond, elle est dans le jeu de base. Hein. La marquise des chats aussi. Voilà, c'est tout pour la création des objets, donc vous voyez, ça va vite. Hein. Ensuite, on rassemble les autres éléments du jeu. C'est tout simplement, alors on peut donner des cartes d'aperçu pour chaque faction. Par exemple, chaque joueur peut avoir, un joueur qui ne connaît pas le jeu ou qui ne le connaît pas bien, il va avoir des cartes d'aperçu. Ce sont des cartes en fait qui vont expliquer un petit peu comment la faction qu'il utilise fonctionne. Voilà, donc c'est un petit résumé de comment la faction fonctionne pour garder, pour garder un petit peu à l'esprit nos priorités. Donc voilà, ça c'est un peu optionnel, on va dire. Hein. Et puis on arrive à la vraie mise en place, c'est-à-dire la mise en place sur le plateau et sur les plateaux joueurs. Donc là, il y a un ordre de priorité pour les mises en place. Si je vous montre les plateaux, le plateau de la marquise des chats, par exemple, il a plusieurs... ils sont très bien faits, les plateaux. Hein. Ils sont vraiment très bien faits. Alors parfois, ça manque un tout petit peu de... Le plateau, c'est un peu résumé parfois. Voilà. Parfois, si on ne connaît pas bien la faction, ça vaut le coup quand même d'aller jeter un petit coup d'œil, soit dans le livret d'apprentissage pour aller vite, soit carrément dans le livre de règles pour avoir quelque chose de plus précis. Et le livret d'apprentissage permet d'avoir des exemples aussi. Mais c'est vrai que parfois ici, souvent c'est juste un pense-bête. Alors, si on a déjà joué, on peut très bien suivre que ça et il n'y a aucun problème. Mais si on découvre, c'est bien d'avoir quand même le livret d'apprentissage à côté pour pas faire d'erreur. Donc les plateaux, c'est très simple. Vous avez en haut, donc le plateau est à la couleur évidemment des pièces. Vous avez en haut en fait les capacités spéciales de la faction. Par exemple, la marquise de chat en a 2. Elle a le donjon et puis les hôpitaux de campagne. Voilà, chacun fait un truc que aucune autre faction ne fait. Donc ça, c'est vraiment des choses uniques à la faction. Ensuite, on a le déroulé du tour de jeu qui se fait en trois fois. C'est une journée en fait. L'aurore, on fait une action. Le jour, on fait des actions en suivant l'ordre. Le crépuscule, on fait l'action qui est là. Voilà. Et puis après, on passe au joueur suivant. Et puis, il y a un emplacement pour les objets qu'on a fabriqués. Et enfin, un dernier emplacement pour les pièces, et souvent c'est les bâtiments du jeu, mais parfois ça va être un emplacement pour mettre des cartes, ça peut être d'autres choses selon la faction. Voilà. Et puis au derrière, vous avez la liste des pièces de la faction. Donc là, elle a récupéré 25 guerriers, des bâtiments 18, des jetons de bois, un donjon, et voilà. Et puis, il y a la mise en place avec une lettre, un petit aperçu de la difficulté du jeu. Donc, la marquise, c'est la plus simple à jouer. Et puis, vous voyez les différentes phases de jeu. Par exemple, la gestion de la main de cartes avec la marquise, c'est modéré. L'agressivité, c'est modéré, voilà. Elle va plutôt essayer de s'étendre sur le territoire, mais pas forcément de façon très agressive, mais quand même modérée. Donc il va y avoir quand même des combats. Et la fabrication, c'est modéré. Voilà. Tout est moyen avec elle. On peut jouer assez facilement. Vous avez un grand résumé de comment fonctionne la marquise. Et puis, pour la mise en place, je vous disais, il y a 4 étapes à suivre avec une lettre, et on les fait dans l'ordre alphabétique. Donc on commence par le A, la marquise qui est le A. Le B, c'est la canopée, la dynastie de la canopée. Le C, je crois que c'est... comment ils s'appellent, les rebelles, là, je ne me souviens plus comment ils s'appellent, etc. Et on les fait dans l'ordre. Donc, mise en place de la marquise, placez votre jeton donjon dans une clairière en coin de plateau au choix. Très bien. Donc le jeton donjon, il y en a un, c'est celui-ci. Et donc pour la marquise, on le met dans une clairière au choix. Donc on va le mettre par exemple dans l'angle qui est là. Donc les chats vont commencer ici.
Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, elle doit se placer dans une clairière en coin de plateau. Mais il n'y a que 4 coins, donc parfois la mise en place avancée sera nécessaire si on joue avec plusieurs factions qui doivent commencer en coin. Donc ça a été adapté, et ça c'est une très bonne chose. Ensuite, vous placez un guerrier dans chaque clairière, sauf celle qui est diagonalement opposée à votre donjon. Et donc ça nous fait 11 guerriers à placer. Très bien. Alors je vais essayer de gagner un peu de place parce que effectivement, là, vous verrez jamais le bas du plateau. Du coup, je pense que je vais changer ma façon de faire. J'avais mis ça pour voir mes cartes en permanence, mais je préfère reculer un peu le plateau pour que éventuellement vous puissiez voir, ouais, vite fait, l'éclairer, même pas parce qu'il y en a une qui est là-dessous, là, et vous la verrez jamais celle-ci. Bon, c'est pas grave, on verra comment on va faire. Donc, placez un guerrier dans chaque clairière, sauf celle qui est à l'opposé de celle-là, donc celle qui est dans le coin en bas à droite en fait. Hein. Donc il dit qu'il y en a 11 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, celle que vous ne voyez pas en dessous. Vous ne voyez vraiment pas là par contre. Je trouverai un moyen pour que vous puissiez voir au moins le plateau en entier. Donc on a bien fait nos 11 guerriers à placer. Ensuite, on va placer un bâtiment de chaque, donc une scierie, un atelier et un centre de recrutement parmi les clairières du donjon et les clairières adjacentes. Voilà. Donc en fait, on a 4 emplacements. On a la clairière du donjon et 3 adjacentes. Mais il faut placer ces 3 jetons. Voilà, donc on va les placer un là et un là-haut par exemple. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on retourne le plateau et puis on place les jetons qui restent, les bâtiments qui restent ici. Hop. Donc ça, je peux vous le montrer. Voilà. Donc on prend, donc on remplit sauf la ligne qui est tout à gauche puisqu'ils sont déjà sur le plateau. Donc on remplit toutes nos scieries comme ça. Tous nos ateliers. Voilà, une scierie de plus. Et puis tous nos recruteurs. Donc vous voyez, ça va vite, hein. La mise en place, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Moi je suis bavard, donc ça prend du temps. Hein. Puis je vous montre plein de choses qui n'ont pas vraiment de rapport avec la mise en place. Voilà, et puis après il y a une réserve avec les guerriers, ici. Et puis les jetons de bois, ça on les met à côté du plateau et ils vont être produits par les scieries. Et donc on a fait la mise en place des chats. Ensuite, le prochain plateau. Donc on a le lézard qui est en F, mise en place F, et on a les gardiens de fer en mise en place K. Donc ça va être les lézards en premier. Et puis la dernière, ça sera les gardiens de fer. Donc on voit que jouer les lézards, par exemple, c'est un peu la difficulté est plus élevée. Voilà. Ils sont pas très agressifs non plus. Par contre, voilà, c'est plus, voilà, il y a moins de facilité à gérer la main de cartes, par exemple, parce que vous verrez qu'il n'a pas de main de cartes à proprement parler. La difficulté de fabrication aussi, voilà, tout dépend de son gameplay en fait. Donc moi j'avoue que je regarde pas trop ce qu'il y a là. Je regarde pas trop, sauf quand je joue avec des nouveaux joueurs, je vais plutôt leur donner où il y a marqué facile
voire modéré et pas élevé, mais sinon je regarde pas. Donc lui, sa mise en place, il n'y a que 2 étapes. Placer 4 guerriers et un jardin, donc de la couleur correspondante dans une clairière, dans un coin, diagonalement opposé au donjon de la marquise ou au perchoir de départ de la canopée. Voilà. Si les deux sont en jeu, forcément, normalement, à la marquise, la canopée se met à l'opposé, diagonale. Donc, du coup, il n'y a rien qui est à l'opposé. Les deux sont occupés. Donc, si les deux sont en jeu, choisissez un autre coin. Voilà. Par contre, si aucun n'est en jeu, donc si ni la marquise ni la canopée est en jeu, et ben il se met dans un coin, n'importe lequel. Et ensuite, on place un guerrier dans chaque clairière adjacente. Donc 4 guerriers à l'opposé de la marquise. Donc, hop. Et vous vous souvenez que c'était la seule clairière où la marquise n'avait pas mis de guerrier. Donc lui, il a 4 guerriers ici. Et un jardin de la couleur de cette clairière. Donc jaune, lapin. Et puis un guerrier sur chaque clairière adjacente. 1, 2 et 3. Et ensuite, retournez votre plateau et on met nos marqueurs sur le plateau. Donc le marqueur de paria, face paria visible sur n'importe quelle case de votre piste de paria. Remplissez votre piste de jardin avec les jardins correspondants en laissant la case de gauche libre. Voilà. Donc si on revient sur ce plateau-là, il y a le marqueur de paria, on le met n'importe où, on s'en fout au début. Et ensuite on remplit les jardins qu'on va pouvoir construire au fur et à mesure de la partie. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la façon souvent récurrente de marquer des points, c'est de placer des bâtiments. La marquise, elle va construire 3 types de bâtiments. Plus elle en construit, plus elle marque de points. Et plus elle construit des bâtiments du même type, plus elle marque de points aussi. Ben, les lézards, c'est pareil. Ils vont construire des jardins. Et plus ils vont construire de jardins, et plus ils vont marquer de points. Donc voilà, on a mis nos bâtiments ici, et puis la réserve avec tous les soldats, tous les guerriers qui leur restent. Et voilà pour la mise en place des lézards. Vous voyez, ça a été très vite, hein. Ça a été vraiment très vite. Ensuite, on a la mise en place, la dernière pour cet exemple, des gardiens de fer. Donc je vais en profiter pour présenter rapidement le plateau. Il a la même chose, ses capacités en haut, l'ordre, enfin le déroulé du tour, et puis les pions qu'il va devoir déployer, soit sur le plateau, soit les prendre du plateau et les mettre ici. Et lui, il a quelque chose de différent en haut, il a des emplacements pour mettre des cartes, qui sont pas sans rappeler en fait les emplacements de la dynastie de la canopée, avec son décret. Lui, il va fonctionner un peu de la même façon, il va faire des actions selon les cartes qu'il a là, mais il aura moins de restrictions que la dynastie, car lui, c'est pas un décret, c'est un cortège. Vous allez voir qu'ils vont se déplacer en cortège et faire des actions. Voilà, donc lui, sa mise en place. Donc prenez les 12 jetons reliques. Je les ai ici. Je les ai mélangés face cachée. Très bien. On en place un au hasard dans chaque bois. D'accord ? Alors les bois, on va rappeler ce que c'est. Donc sur le plateau, on a 3 types de lieux. On a les clairières, qui sont reliées entre elles par des chemins, comme je disais. Et les bois, ce sont les zones de forêt qui sont entourées de chemins. Et attention, on ne prend pas en considération les rivières. Ça veut dire que, par exemple, ici, on a un bois, puisque, vous voyez, il est entouré de chemins. Donc on va pouvoir mettre ici une relique. On a aussi ici le triangle, un bois, donc une relique.
On en a un ici. On en a un là-haut. Et je le mets volontairement sur la rivière parce que ce qu'il y a à gauche et à droite de la rivière fait partie du même bois. On en a un ici, un ici, un ici. Et donc, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 bois sur le plateau automne. Ensuite, il nous dit placer 4 guerriers dans une clairière, dans un des coins qui n'est pas la clairière de départ d'aucun autre joueur. Enfin, qui n'est la clairière de départ d'aucun autre joueur. Donc 4 guerriers. Donc là, je vais prendre la clairière qui est juste devant moi, ici. Donc vous ne la voyez pas malheureusement, mais je vais mettre les pièces un petit peu plus haut. Voilà, donc il y avait un guerrier chat, et moi j'ai 4 guerriers ici. Et ensuite, 4 guerriers dans une clairière sur un bord de plateau, adjacente à la clairière choisie. Là, par exemple, je pourrais les mettre ici. Adjacent à ma clairière de départ, sur un bord de plateau. J'avais soit là, soit celle en dessous. Ensuite, on place aussi équitablement que possible, et face cachée, le reste des reliques au hasard dans les bois qui ne sont pas adjacents aux clairières contenant vos guerriers. Donc vous voyez, les bois qui sont proches de nous, il va y avoir une relique, et les autres, il va y avoir 2 reliques. Donc, aussi équitablement, donc 1, 2, 3, 4, et puis il y a un endroit où il y en aura 3 en fait. Donc là c'est adjacent, là c'est adjacent, là c'est adjacent. Ça serait où le meilleur moyen pour moi d'y aller? Tout va être compliqué. Je vais le mettre là, allez. Voilà, là il y a 3 reliques, 2 reliques, 2 reliques et 2 reliques. Voilà. Donc, vous n'avez pas tout vu, mais... Donc il y a certains bois où il y a 2 reliques, d'autres il y en a 3. Et celles qui sont adjacentes à nos clairières de départ, donc qui touchent nos clairières, il n'y en a qu'une. Ensuite, on retourne le plateau et on glisse nos cartes, 3 cartes spéciales dans les emplacements que je vous ai montrés tout à l'heure, et on place nos relais sur leurs emplacements. Donc nos relais, on va les placer ici, et puis on va mettre 3 cartes là-haut, les cartes qui sont les cartes du membre loyal du cortège. C'est les cartes qui vont nous permettre de faire des actions, et ce sont des cartes oiseaux, c'est-à-dire des cartes joker, qui sont utilisables sur toutes les couleurs de prairie. Et voilà, notre mise en place pour les gardiens de fer est terminée. Voilà, on a notre petite réserve de guerriers. Alors ils ont moins de guerriers eux que les autres. Voilà pour la mise en place multi, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, tout simplement, on a défini un premier joueur. Donc on fait un joueur, il fait toute sa partie aurore, jour, crépuscule, puis le joueur suivant dans le sens horaire, etc. jusqu'à ce que quelqu'un gagne la partie. Voilà, c'était assez simple, ça a pris du temps, mais vous avez vu qu'en fait, placer les pièces, ça prend vraiment que quelques secondes, c'est vraiment très court. En moins de 10 minutes, tout est mis en place, même avec beaucoup de joueurs, parce que, évidemment, on ne peut pas faire les mises en place simultanément, puisqu'il y a un ordre à respecter, mais vous voyez, c'est juste poser un pion sur chaque clairière, souvent, voilà. Donc en 10 minutes, à 5 ou 6 joueurs, c'est fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour cette mise en place multi. Maintenant, je vais faire une mise en place en solo pour voir les différences, en gardant les mêmes factions. Donc je vous retrouve tout de suite pour les différences. Allez, on se retrouve avec la mise en place solo et les différences par rapport à la mise en place multi que vous venez de voir. Donc on change d'abord les plateaux, puisqu'évidemment les plateaux des automas sont légèrement différents, pas beaucoup, mais légèrement, puisque forcément il y a leurs actions à faire. Donc, pour la marquise, j'ai laissé volontairement en fait les pièces sur le plateau pour que vous voyez la différence. Donc on fait les mises en place dans le même ordre que pour le multi. On commence
par rapport aux lettres, hein, dans l'ordre chronologique. Donc la marquise correspond au A, on commence avec la marquise. Donc on lui fait la même chose. La marquise, donc on lui donne ses 25 guerriers, on place le donjon dans une clairière en coin du plateau, choisi au hasard, donc moi j'ai dit que c'était là. Okay. Ensuite, on fait l'étape de garnison, donc on place un guerrier dans chaque clairière, excepté celle qui est à l'opposé diagonalement du donjon. Donc ça c'est tout pareil. Par contre, on place un guerrier supplémentaire au niveau du donjon. Voilà, ça c'est la première petite différence. Ensuite, on place les bâtiments de départ. Donc pareil, une scierie, un atelier et un recruteur sur les clairières du donjon ou les clairières adjacentes. Donc là, c'est la même chose, donc j'ai même pas besoin de modifier. Et enfin, on remplit sur le plateau joueur les pistes avec les bâtiments. Donc on a les recruteurs en bas, et donc on laisse la case de gauche, la plus à gauche, libre. Voilà. Donc les rondins de bois, l'automa n'en a pas besoin. Il ne va pas créer de... Il va pas produire du bois pour ses bâtiments, lui il n'en a pas besoin. Mais ça, ce sont des différences de mécanique de jeu, hein. C'est légèrement différent. Mais la mise en place, vous voyez, elle est pareille. Voilà. Elle est pareille, excepté qu'il y a un guerrier de plus au départ là-bas. Voilà, par rapport aux joueurs. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Maintenant, si on passe à la mise en place des lézards. Donc les lézards en automa. Donc même chose, ils placent en fait 4 guerriers et un jardin à l'opposé du départ de la marquise. Et un guerrier sur chaque clairière adjacente. Donc ça, je n'ai pas besoin de modifier. Ça correspond exactement à ce qu'on avait fait en multijoueur. Ensuite, on place sur son plateau joueur, son jeton paria. On va le placer en fait sur une case qui s'appelle sanctuaire, qui est tout à droite ici. Voilà. Ensuite, on place tous les jardins qui nous restent sur son plateau ici, donc en faisant correspondre les couleurs. Donc ça, encore une fois, hein, c'est pareil qu'en multi. Hein. Voilà. Donc il y a 15 emplacements et il n'y en a plus que 14 à placer puisqu'on en a déjà mis un lors de la mise en place. Voilà. Et on a sa réserve de guerrier ici. Et enfin, on lui fait piocher 3 cartes qu'on va mettre sur sa pile ici des âmes perdues. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et donc sa mise en place est terminée. Voilà. Alors un tout petit oubli hein, que j'ai fait pour la mise en place solo du jeu pour les automas, c'était tout simplement de mettre les jetons d'ordre de priorité pour chaque clairière. Il y en a 12. Et en fait, il y a un ordre à suivre dans le livret de règles selon le plateau. Et donc chaque clairière a un numéro en fait. Donc par exemple, celle-ci là-haut c'est la 1, celle qui est là c'est la 2, celle qui est en bas à droite c'est la 3, celle qui est en bas à gauche c'est la 4, puis on continue à tourner. On a la 5 là-haut, puis on a la 6 qui est tout à droite, on a la 7 et la 8 qui sont au sud, on a la 9 qui est tout à gauche, on a la 10 ici, la 11 ici et la 12 ici. Voilà. Ça c'est pour la mise en place solo, c'est une différence, j'avais complètement oublié de le faire. Ça permet en fait quand il y a des égalités pour décider l'automa, voilà, il va aller en priorité du plus petit au plus grand nombre. Voilà, donc petite parenthèse fermée, j'avais oublié de mettre les petits jetons comme ça. Voilà. Et ensuite, la mise en place, la troisième, je la touche pas puisque c'est la mise en place du joueur. Donc 2 automas, un joueur. Les mises en place sont quasiment identiques. Il y a très peu d'écart. Et vous voyez, ça prend vraiment que quelques secondes. Hein, c'est très agréable. Donc voilà pour cette mise en place. Là, on est prêt
à lancer une partie, tout simplement. Donc je ferai une autre vidéo sur la mise en place avancée pour la détailler un peu plus et pour que voilà, elle soit séparée puisque c'est à la fois nécessaire parfois mais optionnel dans d'autres cas, donc je préfère le faire à part. Et puis voilà, c'est fini pour la mise en place de route. Donc je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour d'autres vidéos très vite. Encore des mises en place probablement, une partie de route qui va arriver forcément, et puis maintenant il n'y aura plus de mise en place par rapport à route à chaque partie. Je vous renverrai sur cette mise en place si vraiment vous voulez comprendre comment on place les choses, mais c'est tellement simple que c'est pas vraiment nécessaire. Donc voilà, merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt, et surtout jouez bien. Allez, ciao.